Voler, flotter en apesanteur, le dirigeable a conquis le ciel et transformé la vision de l'homme sur le monde. Arme de guerre redoutable en 14-18, puis luxueux paquebot des airs dans les années 30, il assure les premières traversées de l'Atlantique et s'impose à l'époque comme le transport aérien de prédilection. Le succès est assuré, mais un drame va tout remettre en cause. Le 6 mai 1937, le Zeppelin s'écrase à New York dans un nuage de fumée, bouleversant à jamais son avenir prometteur. La conséquence de ce malheur, ce fut la fin des dirigeables. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies pourraient rendre aux ballons ses lettres de noblesse. Mission de surveillance, alternatives écologiques, transport d'hôpitaux dans des pays en guerre et même tourisme de luxe, le géant des airs va-t-il enfin renaître de ses cendres? Le dirigeable est une fantastique machine à rêver. Je crois que l'on ne peut pas mieux voyager que dans un dirigeable. Ces machines sont extraordinaires, peuvent réaliser des missions qu'aucune autre machine ne peut faire. On y est là, maintenant on est complètement dedans et je crois que le 21e siècle sera le siècle du dirigeable, c'est évident. Historiens, scientifiques et ingénieurs promettent son grand retour. Le dirigeable sera-t-il la star du ciel de demain? En France, à Écosville, dans ce hangar normand, vestige de la grande époque de l'aérostation, on invente les dirigeables du futur. Jean-Pierre David est aéronaute. Il a imaginé ce ballon miniature, l'aéroplume. Ce ballon est entièrement gonflé à l'hélium, un gaz plus léger que l'air, utilisé dans tous les dirigeables et qui va lui permettre de s'envoler. Peut-être le regazer un petit peu. Donc là, j'ai remis de l'hélium dans le ballon. Et en fait, il faut 1 mètre cube d'hélium pour porter 1 kilo. C'est l'équation de base pour voler en ballon. Là, si on considère le ballon qui fait 150 mètres cubes de volume, on sait que le pilote, plus les ailes, plus le harnais, plus le ventilateur, plus le lest, est égal à 150 kg. Le ballon, il est un peu gros pour moi. Je rajoute un petit peu de poids. C'est sensible et précis. C'est le principe de tous les ballons dirigeables, c'est de voler en équilibre dans l'air. C'est assez sensible. Je pousse un tout petit peu sur mes doigts. Là, je suis pas mal. Le ballon dirigeable, c'est l'avenir du transport aérien, puisqu'on est porté par la masse d'air. On ne dépense aucune énergie pour être en équilibre dans la masse d'air. Donc après, on utilise juste l'énergie pour se déplacer. Donc oui, c'est parfaitement écologique. C'est aussi l'école du minimum. Le plus petit ballon dirigeable possible, c'est l'aéroplume, c'est celui qui est là, au-dessus de mon dos. Et en fait, c'est un formidable laboratoire pour étudier tout ce qu'on a besoin de réapprendre pour pouvoir construire des ballons plus gros. Moi, je dis que je suis pas mal là. J'ai bien envie de partir voler maintenant. Je vais faire mon décollage, allez, hop, top décollage. Trop dingue, hein. Ça, c'est l'avenir du ballon dirigeable. Un jour, chacun aura sa bulle d'hélium comme ça dans le dos. Pourquoi pas imaginer qu'on soit tous en train de voler comme ça dehors avec des mini-ballons dirigeables. Ouais, c'est un très très beau projet d'avenir. Le dirigeable est devant nous. Le dirigeable, une invention tournée vers l'avenir qui a largement fait ses preuves dans le passé. Tout commence il y a plus de 200 ans. Les hommes rêvaient déjà de voler, mais à l'époque, on ne connaît pas encore les vertus de l'hélium. En 1783, les frères Montgolfier font une découverte surprenante. Il est possible de gonfler un ballon avec de l'air chaud plus léger que l'air froid. Quelques semaines plus tard, ce sont 2 autres aventuriers qui vont l'expérimenter et réaliser le premier vol de l'histoire, comme le raconte Philippe Tixier, spécialiste de l'histoire des dirigeables. Le 21 novembre 1783 se produit un événement extraordinaire. Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande s'envolent à bord d'une montgolfière. L'homme vole pour la première fois librement. Le plus vieux rêve de l'homme est enfin accompli. 10 jours plus tard,
Un autre ballon, à hydrogène cette fois, s'envole de l'esplanade des Tuileries dans Paris. C'est Charles, un très grand physicien de l'époque, qui a conçu ce ballon à gaz. Il y a 600 000 personnes qui ont assisté à ce deuxième événement, la moitié de la population de Paris. Cet événement a eu un retentissement mondial extraordinaire. Lavoisier, le grand chimiste, dit « Ce qui s'est passé est absolument extraordinaire, historique. Ça ouvre des perspectives prodigieuses. Et maintenant, il faut faire des ballons dirigeables. » Le mot est né. La compétition est lancée. On se rêve aéronaute. On imagine des ballons de toutes sortes et même à rame. Très vite, les inventeurs comprennent qu'il faut modifier la forme des ballons. D'abord circulaire, elle s'allonge pour faciliter la pénétration dans l'air. Mais il faut attendre la machine à vapeur et Henri Giffard en 1852 pour maîtriser la propulsion et lutter contre le vent. On fantasme alors sur des villes flottantes dans les airs, des bus et des taxis volants. C'est la grande époque de la ballomania. Une période riche en innovations, comme l'explique Jürgen Bleibler, historien du musée Zeppelin. En 1884, deux officiers, Charles Renard et Krebs, construisent la France, un dirigeable qui était équipé de moteurs électriques plus légers. Ce fut réellement le premier dirigeable, car on pouvait le piloter. Pour preuve, il a réussi le premier circuit fermé en partant d'un point de départ et en retournant à ce même point de départ. Après Charles Renard, d'autres inventeurs poursuivent le rêve. Santos Dumont, Clément Bayard, Édouard Surcouf. Pendant près d'un siècle, c'est la France qui domine cette conquête du ciel. Jusqu'à ce que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, un certain comte von Zeppelin ne fasse irruption dans ce monde nouveau des dirigeables. La France a toujours été la nation leader en matière d'aéronautique, en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce sont des choses comme ça qui ont inspiré le comte Zeppelin d'une manière extraordinaire. Officier de l'armée allemande et ingénieur, le comte Zeppelin s'intéresse depuis toujours au ballon et à l'idée de voler. À l'âge de 62 ans, il concrétise enfin sa passion. Le comte Ferdinand Zeppelin alerte le gouvernement allemand pour lui dire « Attention, en France, il se passe des choses, ils sont en train de prendre un avantage, une supériorité. Il faut faire quelque chose. » Le gouvernement allemand et les militaires allemands ne comprennent pas. Et le comte Zeppelin va financer, sur ses fonds propres, sur sa fortune, la réalisation du premier dirigeable rigide en Allemagne, qui volera en 1900, pour répondre à l'avance des Français. Von Zeppelin voit grand, tout de suite. C'est l'ère de l'aluminium, matériel nouveau ultra léger, idéal pour mener la guerre au kilo. Ce qui lui permet de construire un ballon 3 fois plus grand que tous ses prédécesseurs. Le 2 juillet 1900, au-dessus du lac de Constance, à la frontière suisse-allemande, le LZ-1 prend son envol. L'aéronaute Pierre Chabert décrypte l'équation qui a permis une telle prouesse. La loi est très simple en physique. 1 mètre cube d'hélium, 1 kilo, donc Zeppelin, l'hydrogène c'est à peu près pareil. Il a pris ça à bras-le-corps et il s'est dit, bah voilà, il suffit de faire très gros et on porte très lourd. Et il avait raison. Il fallait quand même oser monter en l'air avec ce dirigeable. C'était une avancée comparable à ce que fut dans les années 60 la navigation spatiale. Une avancée vers quelque chose de totalement inconnu. Aux commandes du dirigeable de 128 mètres de long, le comte von Zeppelin lui-même. Un visionnaire porté par ses rêves, comme le décrit son descendant, Wolfgang von Zeppelin. Le comte Zeppelin était incroyablement optimiste. C'était presque imprudent, il faut le dire. Il imaginait même déjà des voyages transocéaniques, alors qu'il manquait encore beaucoup de choses et de progrès à réaliser. On ne vole encore que quelques heures et à 20 km/h seulement. Mais von Zeppelin croit à sa formule. Dès lors, 2 grandes familles de dirigeables se développent parallèlement, les souples et les rigides. À l'intérieur des ballons dirigeables souples, en fait, on trouve un ballonnet qui va être rempli d'air et qui va compenser la dilatation et la rétractation du gaz porteur, de l'hélium ou de l'hydrogène. Par exemple, sur les ballons dirigeables souples très allongés, donc l'allongement, le ballon est assez long, on va avoir un ballonnet à l'avant, un ballonnet à l'arrière, qui va être rempli d'air et qui va compenser la dilatation et la rétractation du gaz porteur, de l'hélium ou de l'hydrogène. Et le pilote peut jouer sur les 2 ballonnets pour régler l'assiette de son ballon.
Pour que le dirigeable descende, il faut injecter de l'air dans le ballonnet à l'avant. Étant plus lourd que l'hélium, l'air permet au nez de l'aéronef de piquer vers le bas. Alors sur le rigide, c'est un autre principe. En fait, l'hélium ou l'hydrogène est enfermé dans plusieurs cellules à l'intérieur du ballon, tout au long du ballon. Et en fait, on laisse de la place pour la dilatation et la rétractation du gaz à l'intérieur de la carène rigide. Et là, ça se gère tout seul. Composée de toile et d'une structure d'aluminium, la carène protège tous les ballons d'hélium qui se dilatent avec l'altitude. Pour manœuvrer un dirigeable à structure rigide, les pilotes utilisent alors des moteurs situés à l'avant et à l'arrière. Les dirigeables, qu'ils soient souples ou rigides, révolutionnent le début du XXe siècle. Ils sont utilisés par les armées allemandes et françaises pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont de plus en plus perfectionnés. En 1914, un Zeppelin peut parcourir une distance de 1500 km. 4 ans plus tard, sa capacité de vol lui permet de franchir le seuil des 10 000 km. Désormais, le monde est à portée de ballon. Et c'est ce dirigeable britannique, le R-34, piloté par le major George Herbert Scott, qui va marquer à jamais l'histoire de l'aéronautique. Le premier appareil volant qui a traversé l'Atlantique, c'est un dirigeable en 1919. Il a traversé l'Atlantique d'Angleterre à New York avec 30 personnes à bord. Et une semaine après, il a fait le trajet inverse, 8 ans avant Lindbergh. Et on l'a oublié, ça. On l'a oublié. Un exploit qui marque le début de l'âge d'or du dirigeable, celui des premiers voyages transatlantiques. La presse surnomme ces nouvelles machines volantes les vaisseaux du ciel. Dans les années 20 et 30, le monde se regarde à travers la fenêtre d'un Zeppelin. Vous devez imaginer que, subitement, les continents se sont rapprochés. C'était une révolution immense du trafic. Un changement que confirme Barbara Webel, la directrice des archives Zeppelin. Quand on imagine qu'un bateau avait besoin de 5 à 6 jours pour aller en Amérique, et pour l'Amérique du Sud, il fallait 3 semaines, alors qu'avec un dirigeable, 3 jours suffisaient. C'était un gain de temps énorme. Nous sommes maintenant en 1936. Le baron von Zeppelin n'est plus de ce monde, mais sa marque s'est imposée dans le ciel. C'est Hugo Echner, son fidèle lieutenant, qui dirige désormais la firme. Et cette année-là, le 129e Zeppelin s'apprête à sortir de l'usine bavaroise de Friedrichshafen. Lindenburg, le plus grand aéronef jamais construit par l'homme. Un géant de 245 mètres, capable de franchir les océans et de transporter une cinquantaine de passagers et autant d'hommes d'équipage. Il vole à 100 km/h. Un géant à la pointe de la technologie, dont le parti nazi, au pouvoir, se sert pour sa propagande. Durant les JO de 1936 qui se déroulent à Berlin, Lindenburg parade au-dessus du stade, arborant la croix gammée. Le Hindenburg n'a pu être terminé que sous le régime des nazis, qui venaient de prendre le pouvoir. Et eux, ils ont toujours été doués, je dirais, pour identifier les thèmes qu'ils pouvaient exploiter pour leur propagande. Ils ont alors alloué un crédit de 3 millions de marks de l'époque pour prendre des parts dans la nouvelle compagnie. En contrepartie, les dirigeables devaient servir leur propagande. C'était même indiqué dans le règlement officiel. Chaque dirigeable en Allemagne devait porter sur son empennage la croix gammée. Pour la petite histoire, le Hindenburg devait être gonflé à l'hélium et les Américains ont voté une loi pour interdire la vente d'hélium aux Allemands, justement parce que le Hindenburg était utilisé par les nazis pour faire la promotion du national-socialisme. C'est donc gonflé à l'hydrogène, un gaz hautement inflammable, que le plus gros aéronef de tous les temps prend son envol. Mais c'est aussi ce gaz qui entraînera sa chute et l'accident le plus spectaculaire de l'histoire des dirigeables. Lindenburg va également marquer l'histoire par sa technologie. Il est 3 fois plus grand que l'Airbus A380 d'aujourd'hui, presque aussi long que le Titanic
Mais il ne pèse que 250 tonnes contre 50 000 pour le paquebot. Son intérieur est entièrement pensé pour le confort des passagers. Vous aviez des salles immenses, on voit des gens qui prêtent des repas dans des salles à manger, il y a des cabines, il y a des salons, tout ça en vol. C'était un confort, c'était vraiment des paquebots de l'air. La construction des dirigeables rigides avant la Première Guerre mondiale et dans les années 20 et 30 était une performance technologique vraiment au seuil de ce qui était faisable. En apparence, rien ne prédisait le drame du 6 mai 1937. Après 3 jours de traversée, parti d'Allemagne, l'Hindenburg atteint New York. C'est donc gonflé à l'hydrogène que le plus gros aéronef de tous les temps survole la ville avec l'emblème du régime nazi sur ses empennages. À son bord, 99 personnes. À l'extérieur, les amis et les proches attendaient déjà leurs invités, qui étaient à bord du dirigeable. On se faisait signe de la main. Tout paraissait bien. It's starting to rain again. The rain had cracked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... Et puis, tout d'un coup, il y a eu comme une détonation et une boule de feu s'est propagée à l'intérieur tout le long du dirigeable. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's running, bursting into flames, and it's falling on the mooring. That's terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's all the humanity and all the passengers speeding around it. I told you. And everybody can't hardly breathe and talk and scream. It's terrible. I can't. The worst thing I've ever witnessed. Les passagers, en grande partie, ont étonnamment survécu, justement parce qu'ils étaient dans ce salon reproduit ici, et ils ont pu s'échapper par les fenêtres. 64 miraculés réchappent de l'enfer, mais le bilan est lourd. 35 morts pour la plupart des membres de l'équipage. Hugo Eckener, le patron de Zeppelin, à l'époque, fait immédiatement le voyage aux États-Unis pour enquêter, pour comprendre. Et le capitaine, qui est brûlé, mais qui survit, lui explique « j'ai fait une bêtise. J'ai viré trop fort, j'étais pressé d'atterrir. » Et en fait, c'est le câble de la commande qui a cassé, et ce câble sous tension est venu percuter l'enveloppe, a déchiré l'enveloppe. Il a touché les éléments métalliques qu'il y avait là, ça a fait une étincelle. C'est cette étincelle qui a mis le feu au sac d'hydrogène, et hop, tout s'est embrasé. Les journalistes qui ont imaginé que c'était une bombe, que c'était un acte de terrorisme, que quelqu'un avait tiré dessus, bon, on peut se faire plaisir à imaginer toutes sortes de choses, mais le témoignage du capitaine de la machine lui-même, ça a beaucoup de valeur, bien sûr. Il y a toujours de nouvelles théories, des spéculations, mais ce qui est vrai, c'est que personne ne sait exactement. C'est terrible, cette histoire, parce que la catastrophe du Hindenburg ne serait pas arrivée s'ils avaient eu l'hélium, ça c'est vrai. Cela a été un énorme traumatisme, et en partie parce que la catastrophe du Hindenburg s'est passée devant les caméras. La conséquence de ce malheur, il faut le dire, c'est que cela a signé la fin des dirigeables. On a tout de suite arrêté le transport de passagers. Et puis, les ballons gonflés à l'hydrogène. Un véritable traumatisme qui condamne le dirigeable pour longtemps. L'avion, c'est vrai, l'avion a gagné cette bataille au XXe siècle. C'est vrai. L'avion triomphe. Le plus lourd que l'air triomphe indiscutablement au XXe siècle. Eh bien, nous sommes un certain nombre à penser que le XXIe siècle, notre siècle, verra le triomphe des dirigeables.
Le grand retour des dirigeables serait-il dans l'air du temps? Avec la nécessité de créer des moyens de transport écologiques, les progrès de la science et l'éternel rêve de voler, de plus en plus de chercheurs et d'entrepreneurs voient en ces géants des airs une solution tournée vers le futur. Aujourd'hui, la seule machine que sait concevoir et fabriquer l'homme qui permet de perdurer dans les airs, de se déplacer dans les airs et de s'arrêter dans les airs, c'est le ballon dirigeable. C'est l'unique machine que sait construire l'homme. Le dirigeable, il se pose à la verticale tout en douceur, là où vous voulez précisément aller. C'est un avantage énorme par rapport aux avions. Ça, bien sûr, parce que l'avion, il leur faut une piste. Et puis, l'hélicoptère, c'est 200 km, ça y est, il n'a plus d'essence. Le dirigeable, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, les matériaux ont évolué. On ne vole plus à l'hydrogène, on vole à l'hélium, donc la sécurité est présente. Les tissus ont des performances qui sont insensées aujourd'hui, qui sont colossales. En tissu, on arrive à des résistances gigantesques. Et ça, il y a 100 ans, on ne l'avait pas. On n'avait pas ces moyens, on n'avait pas ces matériaux, on n'avait pas ces logiciels prodigieux qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que le dirigeable a toutes les raisons techniques de revenir aujourd'hui. La première pour moi, c'est une raison écologique. C'est-à-dire que le dirigeable, c'est probablement l'engin volant, l'aéronef, qui consommera le moins pour soulever le plus. Mon intime conviction, c'est que ces machines sont extraordinaires. Peuvent réaliser des missions qu'aucune autre machine ne peut faire. Imaginez aujourd'hui si vous pouvez voler pendant 1 mois. Vous imaginez la puissance de la chose. Vous partez et pendant 1 mois, vous n'allez pas remettre le pied sur terre. Ce serait quand même merveilleux. Pendant 1 mois, vous vivez dans les airs. C'est génial. Tous les indicateurs sont au vert pour que le dirigeable reprenne sa place dans le ciel et dans notre quotidien. De nombreuses jeunes entreprises parient sur son avenir, comme ici, dans ces hangars du sud de la France. La NSE développe des systèmes de surveillance et d'observation. Baptiste Regat, le directeur de l'entreprise, nous montre les tout derniers dirigeables conçus par ses équipes. C'est du bon boulot. Ça, c'est un appareil qui va être livré la semaine prochaine pour les pompiers de Paris. Ils vont l'utiliser, l'appareil sera équipé d'une caméra gyrostabilisée couleur infrarouge. Et il sera utilisé pour avoir une vision globale de la situation tactique lors de grands événements. Un des derniers projets de la NSE est ce ballon dirigeable. C'est un ballon dirigeable de 1200 m3 destiné à des missions de prospection pétrolière en Russie. L'appareil est composé d'une enveloppe qui fait 40 mètres de long, 1200 m3, et d'une nacelle qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, équipée de 2 moteurs de 60 chevaux chacun. L'appareil est en cours d'assemblage. Donc ici, il y aura 2 sièges avec l'écran de pilotage qui va se trouver ici. Les 2 moteurs ont un système de vectorisation de la poussée des moteurs. Le gros avantage d'utiliser un ballon dirigeable pour des missions de prospection pétrolière, c'est d'utiliser la stabilité de la machine. Un ballon dirigeable flotte dans l'air, il est donc très stable et beaucoup moins sujet aux turbulences météorologiques. Cette stabilité augmente les performances du radar et permet d'aller voir beaucoup plus loin et avec une bien meilleure précision sous le sol. Autonomie, stabilité, lenteur, le ballon aurait toutes les qualités requises pour mener parfaitement les missions de surveillance. Sur celui-ci, on fixe des outils à la pointe de la technologie. Ça, c'est une caméra, couleur infrarouge, Full HD en couleur, qui est gyrostabilisée. Le ballon peut bouger, elle compense en permanence les mouvements du ballon et la caméra reste stable. Et qui permet d'assurer des missions de surveillance de jour comme de nuit, d'un site industriel par exemple ou d'une frontière. Donc la caméra est intégrée sur la nacelle qui se trouve ici. La nacelle elle-même est intégrée sous l'enveloppe, accrochée sous l'enveloppe du ballon dirigeable. Et le ballon dirigeable évolue en effectuant sa mission, contrôlée depuis le sol à distance. Et si vous voulez vous arrêter en l'air, pour réaliser la mission, effectuer des vols stationnaires ou des vols à très faible vitesse, c'est tout à fait possible. Pour nous, clairement, aujourd'hui, le marché, il est sur la surveillance. C'est le seul marché qui est assez mûr et qui nécessite d'assurer une permanence de la mission sur la zone. Et le ballon dirigeable est intrinsèquement extrêmement bien adapté pour réaliser ce type de mission, car il a une grande autonomie de vol. On a fait des progrès absolument prodigieux avec tout ce qui est observation, capteur, capture de données. On fait des choses prodigieuses aujourd'hui. On peut tout voir, tout enregistrer, etc. Donc le marché de la surveillance, il est énorme. La société a été créée il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il n'y avait pas de ballon qui évoluait en France. Aujourd'hui, il y a des ballons ANSE qui sont utilisés par des civils et par des policiers et avant la fin de l'année par des militaires en France. Donc là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le réel.
Aujourd'hui, nos ballons équipés des capteurs les plus performants évoluent entre 1000 mètres au-dessus du sol jusqu'à 3000 mètres. Et les capteurs permettent de détecter un être humain jusqu'à 40 km maximum dans le champ visuel avec des caméras et un véhicule jusqu'à 80 km. Et ce type de plateforme est aujourd'hui un des moyens les plus adaptés et les plus économiques pour assurer cette permanence sur zone. Les qualités des dirigeables dans les missions de surveillance ne datent pas d'aujourd'hui. Dès la Première Guerre mondiale, on l'a vu, les ballons sont utilisés sur le front pour repérer les lignes ennemies. Et même pour prévenir la marine en cas d'attaque. Ils rendent des services absolument prodigieux, ils détectent les sous-marins. Vous savez, quand on est à la surface de l'eau avec un bateau, on ne voit pas au fond. Il y a un reflet sur la surface de l'eau qui fait qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Tandis que quand vous êtes dans une machine qui est haute, en l'air, un dirigeable par exemple, ou un avion, mais un dirigeable, vous voyez très très bien ce qu'il y a en dessous. Et vous voyez les sous-marins. Donc les dirigeables, dès la Première Guerre mondiale, ont rendu d'énormes services en détection sous-marine. Avec 14-18, l'aéronautique entre dans la guerre. Stimulée, l'aviation fait alors un bond en avant considérable. Mais les dirigeables aussi. Leur stabilité dans les airs est telle que l'armée les utilise pour lancer des obus. Les Allemands bombardent la ville de Liège avec des zeppelins. Ça crée l'épouvante. Des machines de 200 mètres de long au-dessus de la ville qui lâchent des bombes. On n'avait jamais vu ça, on ne pouvait pas... C'est l'épouvante. Un siècle plus tard, les qualités de stabilité, de précision et d'observation des dirigeables sont toujours reconnues, mais leur mission a évolué. En Allemagne, à Friedrichshafen, le fief de la firme Zeppelin, le dirigeable connaît depuis 20 ans une deuxième jeunesse. 3 fois moins longs que leurs illustres prédécesseurs, ces zeppelins semi-rigides de 80 mètres sont essentiellement réservés à des vols touristiques au-dessus du lac de Constance. Mais depuis quelques années, Thomas Brandt, le directeur de la firme, est de plus en plus sollicité pour que ces zeppelins participent à des missions d'observation. Nous sommes sur une plateforme technologique unique parce que nous pouvons voler de façon tranquille, sans vibration et assez longtemps de façon stationnaire. Et c'est ce qui permet de prendre des mesures environnementales qu'aucun autre aéronef n'est capable de faire. Par exemple, l'an dernier, le dirigeable était quasiment devenu un laboratoire volant pour étudier l'atmosphère. L'air était aspiré puis aussitôt décomposé pour analyser les éléments chimiques à différentes altitudes de 100 à 2000 mètres. Je crois me souvenir qu'une douzaine d'universités internationales ont participé à cette étude. Un zeppelin nouvelle génération a même été missionné pour survoler Paris afin de réaliser des relevés utiles pour la sécurité de la capitale. Oliver Jagger était aux commandes. Nous avons eu la possibilité et le privilège de voler au-dessus de Paris, à 80 mètres de hauteur, pour faire une sorte de carte des radiations de la ville. Nous avons reçu cet ordre du gouvernement français, des militaires, pour qu'ils aient des données de base qui permettent de lutter contre d'éventuelles attaques terroristes. Retour en France, près de Cannes, chez le fabricant de satellites Thales, un pool de chercheurs est en train de mettre au point un dirigeable nouveau. Nom de code, Stratobus. Là aussi, il s'agit de mettre des yeux dans le ciel, mais cette fois à très très haute altitude. Jean-Philippe Chessel supervise cette mission. Tout le monde rêve de prendre un peu de hauteur et de pouvoir observer ce qui se passe un peu plus loin que devant son jardin. Et pour ça, il faut monter en altitude. Et donc la stratosphère, c'est un moyen de le faire. Dans la stratosphère, à 20 000 mètres d'altitude. Entièrement télécommandé, autonome en énergie grâce à des capteurs solaires, ce dirigeable pourrait réaliser ou compléter les mêmes missions qu'un satellite. Pour envoyer une station là-haut, il faut signer un chèque de 60 millions d'euros. Il faut une fusée, ça coûte minimum 60 millions d'euros. Alors qu'une station stratosphérique qui serait un dirigeable, eh bien, elle monte toute seule, elle va se monter là-haut. Et puis si jamais il y a une panne et qu'on veut faire quelque chose, la ramener, c'est pareil, elle va descendre tout seul. Tandis qu'un satellite, non, il ne redescend pas. Lui. Reste que le défi technologique est gigantesque. Le problème des ballons et des dirigeables, c'est que le gaz porteur
va prendre du volume au fur et à mesure qu'il monte dans l'atmosphère parce que la densité d'air externe est plus faible. Donc il va s'étendre. Ce qui est encore un peu plus compliqué dans la stratosphère, c'est que l'air est moins dense. L'air porte moins. Donc il faut des volumes plus grands pour porter. Et également, on peut emporter moins de masse. Il faut y arriver à la stratosphère. Si je prends l'exemple du stratobus, donc ce volume-là, c'est 60 000 m3 quand il est à 20 km. Au sol, à l'intérieur, on va mettre une poche de gaz porteur qui ne fera que 6 000 m3. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans le reste de l'enveloppe? Il y a de l'air. Et cet air oblige le stratobus, c'est comme à l'est, l'oblige à rester au sol. Donc si on veut le faire monter, on échappe cet air, et au fur et à mesure que l'air s'échappe, le gaz porteur qui est à l'intérieur s'étend et va remplir tout le volume du stratobus. Et ainsi, quand on arrive à 20 km, il n'y a plus que du gaz porteur, de l'hélium en l'occurrence. Quand Thalès nous a parlé de ça, je trouvais le projet formidable, c'était pour moi un peu du Jules Verne, et je me disais c'est formidable, mais quand même techniquement, il y a des verrous technologiques, c'est pas gagné. Ce sera une grande première mondiale, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'États qui se sont brûlés les ailes à essayer ce genre de choses, les Américains entre autres. Mais je crois que le projet là maintenant est mûr. On travaille avec eux depuis pratiquement 1 an sur le sujet. Là, j'y crois beaucoup plus. Les Américains sont montés à peu près à 18-19 km, mais ils n'y ont pas tenu. Le problème, c'est d'arriver à tenir suffisamment longtemps. Donc ils y ont tenu quelques heures et ils sont redescendus. Les Chinois sont montés, ils ont tenu 24 heures et ils sont redescendus. Donc l'enjeu n'est pas que de monter à 20 km d'altitude, c'est aussi d'arriver à rester plus d'1 jour, plus de 2 jours, 1 semaine, des semaines, voire 1 an. L'enjeu, c'est ça. On n'a pas inventé le dirigeable stratosphérique. Ce qu'on a inventé, c'est la manière d'avoir assez d'énergie pour pouvoir rester stationnaire dans la stratosphère, pour des vents qui sont des vents de 90 km/h. C'est ça. L'idée et l'innovation principale du stratobus, elle est là. C'est vraiment une guerre terrible contre le poids et contre ce problème de masse. C'est être plus léger que l'air et l'être à 20 km d'altitude. Une course contre la montre est engagée pour remporter le marché. Le stratobus est plutôt bien placé dans cette conquête du ciel, avec un lancement prévu en 2020. Il y a un défi, c'est que la forme du stratobus, c'est pas n'importe quelle forme, c'est une forme qui doit être très aérodynamique. Le souci, c'est qu'on a les panneaux solaires sur le dessus du ballon et qu'on doit suivre le soleil. Donc on a un mouvement de roulis, donc on va s'orienter à gauche et à droite pour suivre le soleil. Et si on a une forme aplatie comme une forme de raie, eh ben, si on s'incline sur le côté pour suivre le soleil, on se met à tourner. Donc comme nous, le but c'est de rester stationnaire sur un seul point, il faut que quand on tourne, en fait, il n'y ait pas de changement aérodynamique. Donc la rotation, c'est juste pour le suivi du soleil. Et après, ce qui est assez étonnant avec les dirigeables, c'est que nos anciens qui, dans les années 30, faisaient les ballons, ils avaient quand même déjà bien étudié les sujets. Et avec nos outils d'aujourd'hui numériques, on a regardé des formes optimisées, on a cherché d'autres profils. Et finalement, c'est ces formes-là qui sont quand même intéressantes à utiliser, quoi. La forme oblongue est considérée comme la plus stable. Il y a 100 ans, les dirigeables qui partaient à la conquête de nouveaux territoires étaient déjà comme cela. En 1926, c'est avec ce dirigeable de 106 mètres de long que le héros norvégien Roald Amundsen réussit le premier survol du pôle Nord. Les dirigeables incarnent alors le champ de tous les possibles. Surtout le LZ-127, apparu en 1928, 8 ans avant l'Hindenburg. Ce zeppelin symbolise à lui seul l'âge d'or des dirigeables. Clairement, le plus beau des ballons dirigeables et celui qui a toutes les lettres de noblesse des ballons, c'est le LZ-127, le Graf Zeppelin. Surtout le LZ-127 a fait le tour du monde en 1929. Tout le voyage a été financé par Hearst, le roi des journaux, et c'est la raison pour laquelle le trajet a dû commencer en Amérique. Pour la première fois, un aéronef tente de boucler le tour du monde. 4 étapes sont prévues pour le LZ-127, appelé aussi le Graf Zeppelin. Friedrichshafen, Tokyo, Los Angeles et retour à New York.
Le patron de la firme Zeppelin, Hugo Echner, participe à ce voyage vers l'inconnu. La tension est palpable. À bord, il y a 25 passagers et 35 hommes d'équipage. Il traverse toute la Sibérie, il va au Japon, avec l'autorisation de Staline, qui n'était pas forcément, je dirais, bien disposé à l'époque, mais là, c'était tellement extraordinaire que Staline a dit oui, oui, il faut faire ça. Oui, avec ces dirigeables, on arrivait à atteindre des régions où avant jamais on n'aurait pu aller. Le survol durant 4 jours au-dessus de la Sibérie était risqué et représentait une aventure. Les passagers ne se sentaient pas tout à fait à l'aise, c'est ce que l'on peut lire dans leur rapport. Ils se disaient « Qu'est-ce qui se passe si on s'écrase ici au milieu de ces contrées sauvages ?» 10 jours après avoir quitté New York, le Graf Zeppelin atteint enfin le pays du soleil levant. Il y a eu une grande réception, car c'était la première fois qu'un dirigeable atterrissait à Tokyo. Vous imaginez, ils étaient depuis 111 heures en vol. Et c'était une traversée d'environ 14 000 km. Il faut s'imaginer ça. C'est une performance que l'on a pu réaliser en avion que bien des décennies plus tard. Tokyo-Los Angeles, puis Los Angeles-New York, les héros réussissent ce premier tour du monde après 12 jours de vol et 21 jours de voyage. On les célébrait comme des stars, si on peut dire. Les membres d'équipage, mais aussi les passagers. Le summum a été leur retour à New York. Il est accueilli par une foule en délire. Vraiment, il y avait un engouement, un enthousiasme pour ces choses. C'était une période extraordinaire. Hugo Echner est porté en triomphe. Son Graf Zeppelin battra tous les records. En 9 ans d'exploitation, il a embarqué plus de 13 000 privilégiés, traversé 143 fois l'Atlantique et parcouru plus d'1,5 million de kilomètres. C'est une machine qui était complètement aboutie, qui a eu une carrière sans incident ou accident et qui a fini démontée. Mais c'était le ballon dirigeable. On va revenir à tout ça. On y reviendra, ça c'est sûr. Explorer de nouveaux territoires, aller toujours plus haut, plus loin. Les défis des années 30 sont toujours d'actualité, comme celui d'embarquer des charges toujours plus lourdes dans les dirigeables. Dans l'entre-deux-guerres, l'armée américaine envisageait d'en faire des porte-avions. 6 avions entraient dans le ventre du géant. Aujourd'hui, l'idée de transporter revient en force. Pour transporter des charges, notamment des charges très lourdes, dans des endroits très difficiles d'accès, où il n'y a pas besoin d'infrastructure, tout le monde pense aux dirigeables. Parce que transporter des colis très lourds et très denses à terre, ça défonce les routes, ça rentre dans le sol. C'est un vrai problème. Ou alors il faut des routes très larges, mais vous voyez, c'est très compliqué. C'est un marché, effectivement, qui un jour explosera. Parce que ça coûtera beaucoup moins cher de transporter avec des dirigeables mis au point que de transporter à terre. Parce qu'un dirigeable peut se poser et décoller d'à peu près n'importe où, différents projets émergent pour en faire de véritables grues volantes. Des dirigeables d'un genre nouveau. Des dirigeables qui utilisent la portance d'un ballon et la force aérodynamique d'un avion. Dans le jargon des aéronautes, on appelle cela des hybrides. En France, à Moulins dans l'Allier, c'est ce marché que vise cette équipe d'ingénieurs de l'entreprise Voleris, sous la houlette de son fondateur, Alain Bernard. C'est une machine qu'on livre en container à un endroit, on assemble sur place, donc on sort la bâche de son container, on la gonfle, on met tout ce matériel à l'intérieur en l'ayant gonflé à l'air, et après ça, on accroche la nacelle en dessous, et c'est fait. Comme un drone géant, ce dirigeable commandé à distance est conçu pour soulever 30 tonnes et déplacer sa charge sur des centaines de kilomètres, sans qu'il y ait besoin d'installations aéroportuaires. L'Algérie serait intéressée par ce projet pour désenclaver certaines de ces régions désertiques. Aujourd'hui, Voleris fait des tests sur un prototype miniature avant de réaliser une version grandeur nature. On a fait une maquette à 1/7 de ce qu'on veut faire. Là, on est dans quelque chose qui a la taille à peu près 1/4. Et donc, on veut passer à la grande échelle avec 5 lobes pour avoir plus de portance. Pour y parvenir, ces ingénieurs doivent d'abord relever un défi de taille, les lois de la pesanteur. Ce que l'on ne sait pas faire en aérostatique, c'est poser une charge, puisqu'on est en équilibre dans l'air, et ne pas être propulsé vers le ciel
avec une force égale à cette charge. Quand vous montez dans un zeppelin, on fait monter 2 personnes, on fait descendre 2 pour maintenir l'équilibre avec les quelques sacs de sable qu'on a pu mettre au moment où on fait le transport de passagers. Si vous posez un conteneur de 30 tonnes, vous êtes propulsé vers le ciel avec une force de 30 tonnes, c'est-à-dire la poussée de la fusée Ariane. Ça se termine dans la stratosphère et votre ballon qui ne peut pas monter aussi haut parce qu'à ce moment-là, il se dilate trop et ça tire sur la toile, va exploser dans l'atmosphère. Les lois de la pesanteur. Un véritable casse-tête qui dure depuis les débuts de l'aérostation et de ses héros téméraires. Être à la fois plus léger que l'air et manœuvrable, tel est le challenge qu'il faut relever en trouvant le bon équilibre entre portance, poids et puissance. Et si la technologie et les matériaux ont progressé, les règles de la physique, elles, sont immuables. Pour Alain Bernard et son équipe, il va falloir déjouer toutes ces contraintes pour mettre au point le futur grand dirigeable capable de porter des charges importantes. Mais ils ne sont pas les seuls à travailler sur des prototypes. Des projets encore plus ambitieux se développent ailleurs, comme à Los Angeles, où l'armée américaine a investi 45 millions de dollars dans le Dragon Dream. Ce dirigeable, fusion entre l'avion cargo, l'hélicoptère et la soucoupe volante, pourrait transporter 60 tonnes de matériel à la vitesse de 200 km/h. Après ses premiers tests réalisés en 2014, le projet est en attente. De l'autre côté de la planète, en Russie, les projets de dirigeables destinés au fret se multiplient. Les Russes aussi imaginent le futur avec un ciel bien différent. Mais c'est en Angleterre, à Cardington, dans ces hangars datant de la Première Guerre mondiale, que le concept de dirigeable cargo pour charges lourdes semble le mieux avancé. Son enveloppe ultra-résistante mesure 92 mètres et aurait la capacité de transporter 50 tonnes. Le marché pour de telles machines serait considérable si l'on en croit la publicité réalisée par le constructeur de l'aéronef anglais. Une analyse a récemment évalué à 50 milliards de livres le chiffre d'affaires généré par le marché des dirigeables dans les 20 prochaines années, soit 500 aéronefs d'ici 2036. Voici Airlander. Une machine volante vraiment écologique et économique. Écologique et économique, le Airlander peaufine encore sa sortie car sa technologie n'est pas complètement au point. Reste à résoudre plusieurs problèmes comme la prise au vent et le pilotage. Cela paraît anodin et pourtant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est aussi léger que l'air, c'est-à-dire qu'on est sur une très grosse machine, très très légère. Et donc ça induit beaucoup de contraintes. Depuis toujours, le vent est bien l'ennemi numéro 1 du dirigeable. Surtout pour les phases d'atterrissage et de décollage. Et pour arriver à faire voler ces dirigeables, ils avaient besoin d'une équipe au sol phénoménale. On évoque des centaines de personnes, effectivement, pour tenir un zeppelin qui arrive ou qui s'en va. Ces gens-là, ils poireautaient. Ils attendaient que le dirigeable vienne se poser, que les conditions soient bonnes. Vous vous rendez compte? Vous voyez quelle organisation? À l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien que 200 personnes au sol, ce serait tellement phénoménal en prix que le voyage serait inabordable. Tous les ballons dirigeables qui volent aujourd'hui dans le monde ont besoin de personnel au sol. Et lorsqu'il y a un peu d'air dehors, il y a toujours besoin de 5, 10, 15 personnes au sol, où le commandant de bord, c'est complètement archaïque, le commandant de bord arrive près du sol, il jette des cordes, les personnes courent, prennent les cordes et utilisent leur corps comme masse pour freiner le ballon, le stabiliser et l'orienter par rapport au vent. Gérer le vent, les moteurs, le poids, le pilotage reste l'autre problématique du dirigeable. Avant, dans les grands dirigeables, il y avait des barres à roues. Vous imaginez, il y avait 2 pilotes à bord, un qui était dans le sens longitudinal et qui faisait la barre à roues de la profondeur, et un deuxième qui le pilotait, qui était dans l'autre sens.
pour le mode lacet. Il y avait des commandes à l'arrière, des commandes de direction, il y avait des ballonnets, on pouvait relâcher du gaz dans certains cas, on pouvait au contraire lâcher du lest. C'était compliqué. C'est pour ça qu'il y avait 40 personnes d'équipage. Sur le Hindenburg, je crois que c'est 40 ou 35 personnes d'équipage, vous vous rendez compte, pour faire marcher la machine. Aujourd'hui, la nouvelle génération de Zeppelin a été conçue pour être manœuvrable par un seul pilote, avec une simple manette, mais pour le reste, cela se complique. Nous pilotons et dirigeons le Zeppelin avec ce joystick. Ici, nous avons aussi des instruments pour la navigation et pour l'orientation. Et là, au milieu, nous avons ces commandes qui permettent d'utiliser, si on le souhaite, chaque moteur séparément. En haut, on trouve les leviers bleus qui servent à faire entrer ou sortir de l'air des ballonnets. Et les leviers rouges qui servent à gérer le gaz porteur, l'hélium. Bon, alors, vous faites le compte, vous avez déjà 12 commandes, là. Bon, donc, il faut faire tout ça en même temps. Hein. Pendant que le vent, le vent est variable et vous remue. Et surtout, ce qui est particulier dans le ballon, c'est qu'entre le moment où vous exercez une commande et le moment où cette commande a un effet, parfois c'est immédiat, parfois ça peut prendre 4 secondes. Et 4 secondes, quand vous vous rapprochez du sol ou d'un bâtiment, c'est très très long. Il faut être 100% concentré, c'est vrai. Il faut penser à beaucoup de choses en même temps. Mais ce qu'il faut, c'est simplifier tout ça. Il faut absolument simplifier tout ça. Maîtriser la maniabilité, faire en sorte que le dirigeable puisse voler par tout temps. Mais tous ces verrous technologiques sont peu à peu en train d'être levés. Des ballons qui s'étendent tout seuls en fonction de la dilatation de l'hélium. Des structures de plus en plus légères et des moteurs de plus en plus puissants et automatisés. Le Hindenburg volait à 100 km/h. Aujourd'hui, un dirigeable pourrait atteindre 200 km/h. Après un siècle de recherche, voici le dirigeable du futur selon Philippe Tixier. Un ballon à structure rigide avec un fond plat pour éliminer les dépressions lors des phases d'envol et d'atterrissage. Cet ingénieur a conceptualisé lui-même ce prototype, récompensé en France par le prix de l'innovation en 2011 au Bourget. Ce démonstrateur DS-06, complètement terminé, avec tous ses équipements à bord, tout en état de voler, il ne pèse que 1200 grammes. Il fait 2 mètres de long. 1200 grammes, c'est rien. C'est une légèreté prodigieuse. Si vous montez dessus, il ne bouge pas. Il est rigide. Celui qui est là-bas, vous le montez, à vide, il ne pèse que 1800 kilos. Il fait 50 mètres de long. C'est rien, c'est du vide. Et pourtant, il résiste aux efforts énormes du vent. C'est fou. C'est ça le challenge. Mais il faut que ça tienne. Aujourd'hui, on est en passe, et les savoir-faire sont là, d'avoir des dirigeables qui sont capables de se poser avec presque personne au sol, un petit peu comme un avion, c'est-à-dire que quelques personnes au sol, de décoller, de faire son travail, de revenir et d'être quasiment autonome. Donc ça, c'est nouveau. Dans le modèle économique, ce sera nécessaire. Le ballon dirigeable est tellement maniable qu'on peut réaliser une sorte de voltige avec des ballons dirigeables. Moi, j'en ai moi-même fait. C'est-à-dire que le ballon est arrêté, on commence la démonstration, et là, on met les gaz à fond, et en à peine 4 secondes, vous cabrez à 45 degrés, l'appareil monte, il s'arrête, vous piquez à plus de 50 degrés et arrivez proche du sol à remonter, vous vous arrêtez à nouveau, vous reculez, c'est absolument merveilleux. Et ça n'est possible uniquement parce que les technologies actuelles le permettent. Le grand retour des dirigeables est en train de devenir réalité. En France, dans les Bouches-du-Rhône, un projet de grande ampleur se prépare à l'abri des regards. André Soulage supervise la création d'une technopole, une sorte de village dédié à l'industrie des plus légers que l'air. Donc ce hangar va accueillir les premiers démonstrateurs du plan industriel dirigeable, et c'est ici, dans ce hangar, que va naître la filière industrielle dirigeable française. Ici, dans 2 ans, vous aurez des gens qui seront en train de monter des ballons dirigeables, et dans 10 ans, vous aurez une usine de production de pièces de dirigeables qui alimentera les gros hangars situés à côté, sur le foncier qu'on a acquis. On voit naître plein d'idées, plein de projets partout.
à un moment donné, ça donnera quelque chose de positif et d'intéressant. Et les plus belles choses en ballon dirigeable ont été faites il y a longtemps aussi. Le dirigeable, c'est l'éloge de la lenteur. Un moyen de transport unique et irremplaçable. Voilà sans doute pourquoi tous sont convaincus que son retour est inéluctable. On ne fait rien de plus triste finalement que les voyages modernes en avion. Vous êtes au-dessus des nuages, vous ne voyez rien, vous avez un petit boulot comme ça, il n'y a pas de perspective. C'est la chance du dirigeable, car avec un dirigeable, vous volez à 300 mètres de hauteur sur un paysage, où vous pouvez même voir des cygnes sur un lac. Moi, je vois un très grand avenir des dirigeables dans le tourisme. On est dans un autre univers. Le ballon dirigeable, c'est un bateau dans l'air. Et il a toute la poésie du bateau dans le ciel. Un dirigeable, vous n'entendez rien. Vous êtes dans le silence. Silence. La grande différence, c'est la vue. La vue que l'on a depuis cette cabine, on ne l'a dans aucun avion, et même dans aucun hélicoptère. Mon rêve, c'est de fabriquer une machine, et je sais qu'on a les compétences pour fabriquer ce type de machine qui peut emporter 40 personnes, 50 personnes pendant 1 mois en l'air. Imaginez, vous survolez toute l'Afrique à faible altitude, vous redécouvrez complètement la manière de visiter des pays. Je pense qu'entre 5 et 10 ans, on commencera à revoir des dirigeables dans le ciel de façon assez sérieuse. Des petits formats, des moyens, des plus grands. Il y a un monde merveilleux qui s'ouvre à nous. Et puis, ce qui est aussi merveilleux, c'est que ce monde-là, ça va être bardé de nouveaux métiers. Et les jeunes vont s'y intéresser, vont s'y passionner. C'est le futur. Ça semble une rétro-innovation, mais pour moi, c'est vraiment le futur. Des dirigeables miniatures, des grues volantes, des ballons stratosphériques et des vaisseaux aériens. Finalement, quand au XIXe siècle, le Jules Verne du dessin, Albert Robida, imaginait le ciel du XXe, il ne se trompait pas beaucoup, juste d'un siècle.